Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Espace TV. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans le 22h. Donc voici les principaux titres. Mardi 1er juin 2021, mois de juin consacré à l'enfant, à la promotion et à la protection de ses droits les plus fondamentaux. L'occasion aussi pour les décideurs publics de faire l'état des lieux de cette couche vulnérable en Guinée. La ministre de l'Action sociale et de l'Enfance était sur le terrain au village SOS Anta. Tout porte à croire que le gouvernement a renoncé pour l'heure à l'augmentation du prix du litre à la pompe, les longues files d'attente, la spéculation et l'amertume des consommateurs dimanche dernier face à une éventuelle hausse ont certainement fait fléchir l'État. Vous entendrez le président de l'Union des consommateurs de Guinée dans un instant. Et ce mardi, dans la rubrique Notre Angle, nous irons à Kourbari, commune urbaine de Tougué, en moyenne Guinée. Début donc du mois de l'enfant, contraste avec la situation dans cette localité qui est en manque notamment d'infrastructures éducatives. Comment les enfants parviennent-ils à étudier dans ces conditions? Alpha Oumarba nous en dira davantage dans cette édition d'information. Voici pour le décor encore une fois. Bienvenue à toutes et à tous. Le mois de l'enfant est officiellement lancé ce 1er juin à SOS Village d'enfants de Guinée. La nouvelle ministre de l'Action sociale et de l'Enfance a procédé au lancement des activités. Adja Issata Daffé a insisté sur la promotion et la protection des droits de cette couche vulnérable sujette à toutes sortes de brimades dans nos sociétés. Reportage Mamadou Bouléré Diallo. L'enfant a besoin d'un climat paisible, un environnement familial pour son bien-être afin d'être un vecteur de développement pour sa nation. Consacrer un mois entier en sa faveur devrait aboutir à un diagnostic sérieux. Voici le constat des acteurs sur le terrain. Nous constatons que la négligence, la maltraitance et l'abandon des enfants sont partout. Les familles à bord de la séparation sont également partout à côté de nous. En collaboration avec les partenaires, les donateurs, les communautés, les enfants, les jeunes et les familles, nous prenons en charge les enfants et nous leur permettons de grandir avec les liens dont ils ont besoin pour se développer et devenir autonomes. Le directeur national de SOS Village d'enfants de Guinée ajoute d'autres statistiques alarmantes. Aujourd'hui encore, un enfant ou jeune sur 10 est séparé de sa famille, abandonné, délaissé ou contraint de vivre dans un environnement abusif, grandit sans le soutien dont il a besoin pour préparer son avenir. Le représentant du Parlement des enfants de Guinée a profité pour présenter les statistiques de la dernière élection des députés juniors, dominée par la présence des filles et d'un enfant porteur d'handicap. Du côté des partenaires impliqués dans le processus de protection de l'enfant, ils déplorent beaucoup d'anomalies. Que ce soit le mariage précoce, que ce soit les mutilations génitales féminines, les bastonnades, la non-scolarisation, entre autres, sont des violences dont souffrent beaucoup d'enfants. Cette fille fait le compte-rendu de 3 jours de formation dont elle a bénéficié avec 9 de ses camarades à Fria. Ce fut un voyage à la fois instructif, motivant et riche en découvertes. La ministre de l'Action sociale, accompagnée de la marraine de SOS Village d'enfants, ainsi que Sekou Konaté, le directeur national de l'enfance, ont fait le tour des compartiments de ce foyer d'accueil. Aïssata Daffé interpelle les parents afin qu'ils assument leurs responsabilités avant d'engager le gouvernement guinéen d'en faire de même. Ce 1er juin, c'est aussi l'occasion choisie par l'une de nos équipes de reportage pour faire une immersion dans un orphelinat à Amdalaï, commune de Ratouma. Le constat, c'est avec Djeneb Bemba Koulibaly, Amar Alexila. Nous sommes à Amdalaï Pharmacie dans l'orphelinat de Saïkou Diallo. Le jeune homme œuvre depuis le 3 décembre 2015 pour le bien-être des enfants. Dans son orphelinat, 53 enfants d'âge différents sont à sa charge. Aujourd'hui en Guinée,
si on a remarqué, on a tellement des enfants qui sont en train de traîner à la rue, qui ne font rien. On a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ne vont pas à l'école. On a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui n'apprennent aucun métier. On a des enfants qui n'ont pas d'espoir aujourd'hui en Guinée. Moi, je peux dire, si on me demande, puisque j'ai sorti en Guinée, j'ai fait plusieurs pays en Afrique de l'Ouest. Donc moi, je peux dire que la Guinée, on est en derrière d'abord pour les enfants, puisque les enfants ne sont pas occupés en Guinée. Pour Saïkou Diallo, l'État guinéen intervient moins pour la cause des enfants. Les soutiens des autorités se limitent souvent à la délivrance des documents administratifs, notamment des agréments aux ONG qui œuvrent pour la cause des tout-petits. Ce n'est pas l'agrément qu'on mange. Normalement, l'État doit nous... En tout cas, moi, je peux dire que l'État a oublié. L'État a tellement négligé vers ces enfants de la Guinée. Ils ont tellement oublié des enfants. Or que c'est ces enfants-là qui vont nous remplacer demain. Moi, je peux dire que je n'ai pas dit certains centres, mais moi, ici, ce n'est pas l'État qui m'aide. Rien absolument. Ici, là, à l'heure actuellement, c'est la pluie qui vient. On n'est même pas de matelas ici. Hawa Diallo est orpheline de père. C'est en 2018 qu'elle a rejoint grâce à son oncle l'orphelinat de Saïkou Diallo. Aujourd'hui, élève de la 9e année, la jeune fille ne souhaite plus quitter cet endroit. Après le décès de son père, sa mère s'est remariée à un autre homme qui ne souhaite pas voir sa fille. Ma mère, elle a eu un mari. Mais son mari, quand je pars là-bas, le mari de ma mère va dire je vais quitter là-bas, quitte là-bas, viens là où tu es. Je vais dire ok, moi je vais quitter et je vais pleurer aussi. Quand je vais dire à mon oncle. Mon oncle elle va dire ok, reste ici avec moi. Tu vas rester, tu vas étudier, tu vas faire ce que tu voulais faire. Je dis ok mon oncle, je vais rester ici jusqu'à j'ai un mari ou bien jusqu'à ma mort. Oussessila, 5 ans, vend des sachets d'eau. Ce mardi, c'est au Carrefour Koza où nous l'avons rencontrée. Ce n'est pas le seul endroit qu'elle sillonne dans une capitale où la circulation routière est moins réglementée. Elle n'a pas été scolarisée comme certains de ses camarades. Je ne suis pas élève, mais je voudrais aller à l'école comme mes camarades d'âge. En Guinée, il existe plusieurs textes de loi qui protègent les droits des enfants. Mais sur le terrain, leur application fait défaut. L'enfant, donc, au-delà du mois de mai, le mois de juin, nous interpelle toute l'année. Le calme semble être revenu dans les stations-service sur l'ensemble du territoire national. Les automobilistes et autres consommateurs de carburant ont poussé un ouf de soulagement. Le prix de carburant n'a pas changé, pas d'augmentation. Donc, pour l'heure, le gouvernement, face à la grogne sociale, n'est pas donc passé à l'acte. L'Union des consommateurs de Guinée a été rencontrée par Justin Leno. Keïta est le président de l'Union des consommateurs de Guinée. Il y a à peine une journée, ce responsable nous a confié qu'il avait le cœur serré, ayant entendu des spéculations sur une éventuelle augmentation du prix du carburant à la pompe. Les cours au niveau mondial ont vraiment pris de la hauteur. En 2021, vous voyez, le cours mondial est passé, du pétrole est passé de $50 à $68, soit une augmentation de 35%. Donc ce dessin-là pouvait me faire penser qu'effectivement le prix du carburant au litre au niveau de la Guinée allait monter. Voilà, donc évidemment c'est une inquiétude pour nous. Eh bien, fini la spéculation, un communiqué des autorités a tiré l'affaire au clair. Aucune augmentation n'est possible pour le moment. Le litre du carburant se vend à 9 000 francs guinéens, pas plus. L'Union des consommateurs de Guinée s'est dit débordée de joie. Je suis content que ce communiqué-là soit sorti du ministère des hydrocarbures, ce qui fait que du coup, on va demander, n'est-ce pas, au ministère du Transport de bien vouloir accepter, de veiller à ce que le transport revienne donc au prix normal. Et on va demander aussi au ministère des hydrocarbures de faire la chasse aux vendeurs de carburants illégaux. La crise sanitaire est aujourd'hui associée à celle économique. Une augmentation du prix du carburant ne fera qu'augmenter la souffrance des consommateurs, interpelle Ousmane Keïta. En dépit de tout, le marché noir de carburant échappe à toute réglementation
et de nombreux citoyens en payent les frais. C'est un constat fait par Marissa Camara, la Mensila. Dans les stations, le prix du litre à la pompe n'a pas changé et se négocie toujours à 9 000 francs guinéens. Par contre, sur le marché noir, le constat est tout autre. Le litre d'essence se négocie à 12 000 francs guinéens, une situation inquiétante pour la population, affirment ces citoyens. Même si vous traversez tout à l'heure, là, de l'autre côté, là-bas, tu demandes, il y a des gens qui vendent du marché noir. Tu leur demandes c'est combien le prix du carburant, ils te diront c'est 12 000. D'autres même à 13 000. Avec BCA ici. C'est pas normal. Mais comme souvent on dit qu'un mal commun n'est pas un mal, c'est pourquoi. Sinon c'est le bas peuple qui va souffrir. Ce motard vient de prendre 2 litres d'essence à 10 000 francs guinéens le litre au marché parallèle. Il refute les accusations de spéculation attribuées aux vendeurs de carburant du marché noir. Bon, cela, en fait, moi j'ai eu l'habitude d'acheter l'essence ici. Sincèrement, quand je viens, on me revend à 10 000 francs l'essence. Je n'ai jamais acheté l'essence ici à 15 000 ou 14 000 ou 13 000, non. Peut-être, je ne parle pas de l'autre côté, hein. Mais ici, quand même, sincèrement, on revend à 10 000 francs. Parce qu'au niveau de station, là-bas, c'est à 9 000. Mais ici, 1 000 francs de différence. Il y a 2 jours, les propriétaires d'engins ont pris d'assaut les stations-service pour s'approvisionner en carburant à la suite d'une supposée augmentation du prix des produits pétroliers en Guinée. Dans un communiqué, le gouvernement annonce que les prix restent les mêmes. Changeons de registre pour parler de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui est à la recherche d'une immunité collective en Guinée. Elle a ciblé plus de 45 000 étudiants dans 34 institutions d'enseignement supérieur et tout cela dans le Grand Conakry. À quelques jours de la vaccination, 10 285 étudiants sont pour les premières doses concernées. Donc, l'objectif est de circonscrire le virus dans le pays. Après cette étape, les équipes de vaccination et de dépistage seront déployées dans les institutions d'enseignement technique. C'est un constat de Ali Badra Camara et Brahmansori Camara. Sur 34 universités ciblées dans le cadre de la prévention contre la COVID-19 dans le Grand Conakry, les équipes de vaccination et de dépistage sont déjà dans 25. L'objectif est de dépister les 47 215 étudiants et personnels d'encadrement. À l'université Nongo Conakry, environ 300 étudiants ont reçu les premières doses. 21 jours après, l'équipe est revenue ce mardi matin pour le compte des deuxièmes doses. Aujourd'hui, 1er juin, nous procédons à la prise de la deuxième dose pour ceux qui avaient pris le 5 et le 6, leur première dose. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour la prise de deuxième dose pour ceux qui avaient pris le 5 et le 6. Certes, les étudiants ont été sensibilisés pour la prise de vaccins contre la COVID-19, mais certains se réserveraient face à ces opérations de dépistage en attendant d'avoir de larges informations sur les différents types de vaccins disponibles au pays. On ne m'a pas donné assez d'informations sur les vaccins, sur les différents vaccins qu'on devrait prendre. Et donc je ne suis pas trop sûr pour l'instant. Et j'ai un peu de doute pour l'instant. Je n'ai pas assez d'informations sur le vaccin. À quelques mètres de là, nous nous rendons à l'université Kofi Annan de Guinée. Ici, une autre équipe de vaccination. Avec elle, 120 doses de vaccin Sinovac pour cette journée. Visiblement, les étudiants sont avertis de la dangerosité du Covid-19. Les gens qui viennent pour la première dose, on leur donne une fiche de consentement. Après lecture de la personne qui vient pour se faire vacciner, la personne consent, écrit son nom, signe et approuve, puis on leur donne le vaccin. Puis à ceux qui viennent pour la deuxième dose, ceux-ci sont déjà en possession d'un carnet. Donc ils viennent automatiquement, on les enregistre, ils prennent la deuxième dose et ils rentrent chez eux. Après cette première étape qui concerne uniquement les universités, l'Agence nationale de sécurité sanitaire compte déployer les équipes de vaccination et de dépistage dans les structures d'enseignement technique et de formation professionnelle pour les mêmes causes. Dans nos éditions précédentes, vous avez certainement suivi le cri de cœur des femmes du marché de Kuntia qui ont été déguerpies alors qu'elles disent avoir perdu plus de 5 millions de francs guinéens. L'huissier en charge de l'exécution de la décision de justice de Dubreka apporte des précisions au micro de Malik Sangana Camara.
Nous avons reçu le jugement numéro 228 du 28 janvier 2021, qui est une grosse de jugement, qui qualifie que les lieux appartiennent à un certain Salif Bangoura. Ça, c'est selon le juge. Et comme vous savez bien que quand le juge décide, nous, les huissiers de justice, nous n'avons que le droit d'exécuter ces décisions. Je ne suis pas juge, les magistrats ont déjà siégé dessus, donc je ne peux plus revenir sur ce que les juges ont dit. Moi, j'ai la décision qui atteste clairement que M. Salif Bangoura est propriétaire des lieux, qui est mon client. Et à côté de cette affirmation, le tribunal mande et ordonne les huissiers de justice à mettre ce présent jugement en exécution. Et c'est ce pourquoi on a été saisi. C'est pourquoi, à pareille circonstance, il faut d'abord informer les occupants des lieux. Et c'est ce que nous avons fait le jeudi 8 avril à 12h34. Tous ceux qui occupent les lieux, vous avez la signification de l'exploit de la grosse du jugement ici et du certificat de non-appel et de non-opposition. Nous leur avons signifié cela à cette date. Nous avons, au-delà de ce tiratif de commandement, nous sommes allés vers le parquet qui a aussi signé une réquisition à la force publique pour dire que les gens doivent désormais être déguerpis de force. Et il faut aussi préciser quelque chose, parce que là, nous avons entendu parler, nous, dans les exécutions, nous veillons à ce que les manutenciers, ou bien si c'est une machine qu'on envoie, veillent au respect strict de la loi. Donc, même une aiguë ne perdra pas quand on est en exécution. La société Alpor, filiale d'Albarec, vient de mettre à la disposition des autorités guinéennes une 50aine de tracteurs. L'arrivée de ce matériel agricole s'inscrit dans le but d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Le matériel a été réceptionné par le directeur général d'Alpor en présence de quelques travailleurs de la société. Mariam Fodé Camara, Lamine Silla. Embarqués depuis plusieurs semaines, les équipements agricoles sont depuis ce week-end à Conakry. L'arrivée de ces machines permettra de booster le secteur agricole à travers l'augmentation de la productivité, surtout dans les zones rurales. Nous avons commencé ce projet de Monsieur le Président sans attendre. Et ce projet est très important pour la Guinée. Et pour le futur de la Guinée, c'est très très important. La Guinée, avec ce projet, Inch'Allah, en 3-4 ans, dans le domaine agricole, elle va être autosuffisante. Alpor veut faire de la Guinée un pays alimentairement autosuffisant et un pays exportateur de blé et du riz. Pour réaliser ce projet, le groupe va investir 200 millions de dollars pour toutes les étapes du projet, de la création de l'usine en passant par la raffinerie. Bu alanlar genişledikçe, zaman içerisinde tarım alanları genişledikçe yatırımlar da artacak. Avec le temps et que le domaine agricole expansion, aussi les investissements seront augmentés parallèlement. İlk etapın tamamlanması ve üretime başlaması ve fabrika rafineri aşamasına gelmesi için yapılacak toplam yatırım 200 milyon dolar civarında. L'investissement total, ça serait 200 millions de dollars avec toutes les étapes à la création de l'usine, la raffinerie. La préfecture de Dabola sera la première phase de ce projet avec 3500 hectares de terres cultivables. Guico Presse BTP est en voie de certification. Si seulement l'entreprise remplit les normes édictées, le personnel est prêt à se mettre à la tâche pour décrocher la certification ISO 9001 version 2015, la forme la plus récente. L'administration du groupe l'a fait savoir ce lundi à Conakry. À travers cette certification de qualité, l'entreprise va parvenir à défier toute concurrence. Fatmata Bintabari commente les images de Tierno Sadouba. La qualité de gestion des projets et la performance des infrastructures de Guico Presse sont les avantages qui l'ont hissé haut. La mise en œuvre des normes devant conduire à la certification ISO 9001 version 2015 n'est plus un obstacle pour l'entreprise.
Comme vous l'avez dû l'entendre, ce n'est pas commencé aujourd'hui. Ça fait plus de 6 à 7 mois. Nous sommes là-dessus. On a eu des réunions, on a eu des formations, on a eu des sensibilisations. Donc l'ensemble du personnel est déjà préparé à recevoir ces pilotes. La réalisation de ce projet a été facilitée par les différents partenaires de Guicopress. Celui du cabinet ISC exhorte le groupe à exploiter à bon escient les pilotes qui vont permettre aux bénéficiaires de poursuivre le processus pour faciliter l'obtention du certificat. Ah oui, pour la réussite, il faut, comme l'indique le troisième principe du management de la qualité, il faut l'implication du personnel à tous les niveaux. Et en commençant par lui-même, le PDG, les DG, ainsi de suite, les différents organes. Vous voyez, il faut que tout le monde soit impliqué et utilise effectivement cette documentation dans la mise en œuvre et dans le fonctionnement de leur activité. Pour contrer la rude concurrence sur le terrain, le groupe Guicopress réaffirme sa détermination à migrer vers la qualification de l'entreprise pour une satisfaction de ses clients. La présente cérémonie est un témoignage concret et pratique de notre engagement de faire de Guicopress BTP une entreprise de référence qui s'appuie sur les compétences guinéennes et celles de nos partenaires étrangers pour servir l'Afrique, répondre aux besoins d'infrastructures du continent et participer ainsi à son développement. Plusieurs projets ont été réalisés par le groupe Guicopress. Sa qualification dans la forme la plus récente va également permettre de répondre davantage aux normes internationales. Sur un tout autre plan, s'achemine-t-on vers un forfait de la Guinée à la CAN féminine de handball, en tout cas à quelques jours du coup d'envoi de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin. Rien ne rassure que la Guinée sera au rendez-vous au Cameroun pour cause le dossier de l'équipe est toujours bloqué entre la primature et le ministère des Finances. Aucun fonds n'a été pour l'heure débloqué pour accompagner cette équipe nationale. Explication avec Paul Fatia Tunkara, Mohamed Bangoura. Après 4 stages effectués entre Conakry et Paris, avec pour objectif de mettre en place un projet de jeu efficient et procéder à une dernière décantation, le sélectionneur national de handball féminin a dégagé les chances du Sili national dans une poule qu'il estime être élevée. Réussir l'entrée en matière va déterminer la suite de la compétition. Pour moi, l'adversaire, ce n'est pas le Sénégal. Et comme je l'ai dit aux joueuses, l'adversaire, c'est la Tunisie. Parce que c'est le premier match. Le Sénégal, on en parlera quand ça sera le moment de jouer contre le Sénégal. Là, pour l'instant, en fait, on va faire une CAN, mais en fait, on va faire un match contre la Tunisie, qui va être déterminant. Pour l'instant, pour nous, vraiment, l'objectif, c'est de préparer ce match pour être performant le premier jour. Parce qu'après... tout dépendra de la façon d'avoir, du résultat de ce premier match pour la suite. Évidemment, on connaît le Sénégal, on respecte beaucoup le Sénégal, comme beaucoup d'autres équipes, mais pour l'instant, la priorité, c'est de préparer la Tunisie, qui sera une équipe, comme je vous ai dit, redoutable. Se qualifier au prochain championnat mondial du handball est l'objectif assigné à l'équipe de Louis Leblanc. Cela passe par une place en demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations handball féminin. Notre objectif, c'est toujours réellement de gagner une place pour la Coupe du Monde en étant qualifié pour les demi-finales. Puisque pour la première fois, depuis l'histoire du handball, l'Afrique aura droit à 4 équipes dans le championnat du monde. Jusqu'à présent, des fois c'était 2, la dernière fois c'était 3, et pour la première fois, il y aura 4 places. Donc voilà, notre objectif, c'est d'être dans ces 4-là. Pour l'heure, tous les regards sont fixés sur la primature et le ministère des Finances pour un meilleur accompagnement de l'équipe nationale féminine de handball. À défaut, la Guinée va déclarer forfait à cette Coupe d'Afrique des Nations. Un forfait passif d'une suspension de 4 ans de toute compétition, assorti d'une amende de 80 000 € et un retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations cadettes en Guinée. Une situation qui interpelle le ministère des Sports. C'est officiel, le stade Petit Sori de Nongo ouvre ses portes. Il va accueillir les entraînements du Afia Football Club avec 12 000 places assises dans 2 tribunes. Ce stade va permettre de désengorger les autres stades et faciliter ainsi l'entraînement des autres équipes. La construction du site a été entièrement financée par le groupe Guicopress de KPC. Pour lui, c'est un jour historique car il met à la disposition de ce club historique
un bijou. Al-Seni Bari, Yacouba Traoré. C'était une promesse, désormais c'est une réalité. Le Hafia Football Club dispose de ses propres installations. Le stade Petit Sori de Nongo, une merveille de KPC, sort de terre avec 12 000 places assises dans 2 tribunes, dont l'une couverte. Une pelouse synthétique digne des standards internationaux, 6 vestiaires, 6 salles VIP, des cabines de reportage ainsi que des reportages dédiés aux joueurs, pour ne parler que de ceci. Même si les travaux sont à 70% d'exécution, les joueurs peuvent s'entraîner en toute aisance. Pour moi, le terrain d'entraînement, c'est plus important que même le terrain où on joue les matchs. Parce que c'est là où le travail progresse et je ne cesse d'acclamer, de remercier M. KPC, le président du club, pour tout ce qu'il fait, pas seulement pour le Hafia et les joueurs du Hafia, mais pour la jeunesse guinéenne. Parce qu'avec toutes les opérations et un travail de fond qui se passe, avec une détection presque à l'échelon national, avec les jeunes à partir de 12 ans, et avec ce qui se passe avec l'équipe première, l'équipe réserve, tout ça, c'est la jeunesse guinéenne qui va en profiter. Moment historique et symbolique pour la jeunesse guinéenne. D'ailleurs, pour ouvrir le bal, un match amical entre l'équipe A et les jeunes, le tout sous le regard du président Kerfala Personne Camara. C'est un jour solennel pour moi, un jour très important pour moi. Depuis que je suis arrivé à la tête de Hafia Football Club, c'est pour moi le jour le plus important. Parce que ça me permet maintenant de pérenniser tout ce que nous avons fait avec ce club. Ce club qui a été le premier triple champion d'Afrique. Nous avons réussi à mettre des infrastructures en place pour faire en sorte qu'ils pratiquent sereinement leur football. Je pense que c'est un jour important pour moi et ma prière ira dans le sens que Dieu nous permette d'avoir la santé et la longévité pour vivre les gloires que ce club va nous apporter dans les années à venir. Ce stade vient donc à renforcement des infrastructures footballistiques de notre pays et surtout permettre à d'autres équipes de venir s'y entraîner. Au-delà, ce site fait partie des sites d'entraînement retenus pour la prochaine CAN qui devra se tenir en Guinée. À partir d'aujourd'hui, nous jouerons nos entraînements se feront ici et ça va désengorger les autres stades parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et probablement nous allons programmer d'autres qui vont venir aussi s'entraîner pour les aider. Ce geste n'est pas le premier de la part de KPC. Le stade El Saifoulaye Diallo de l'Abbé, Fodefissa de Kindia et celui de Koléa ont bénéficié de pelouses synthétiques offertes par l'homme d'affaires. C'est une école différente de toutes celles que vous connaissez, située à Gourbali, un secteur de la commune urbaine de Tougué, en Moyenne-Guinée. Depuis l'indépendance de la Guinée, cette localité n'a jamais bénéficié d'une infrastructure financée par l'État. Des milliers d'enfants ont été privés ainsi d'instruction pendant de très longues années dans cette bourgade qui est à 22 km du centre urbain. Face à l'indifférence de l'État, les ressortissants du village ont fait une classe de fortune pour instruire leurs enfants à leurs frais en attendant de trouver mieux. Une classe à base de bambou qui sert d'école, qui a ouvert d'ailleurs ses portes cette année. Alpha Ousmane Ba est notre correspondant régional. De loin, vous apercevez au milieu du village un hangar fait à base de palissades qui ressemble à une cabane abandonnée. Loin d'imaginer qu'on puisse y réunir des êtres humains, surtout des enfants. Plus vous approchez, vous découvrez que c'est une école. Mamad Djan Kamara se retrouve à 7h45 avec ses élèves pour la montée des couleurs, où les cours se tiennent entre 8h et 13h30, du lundi au samedi. C'est dans cette salle de fortune que tout démarre pour ces enfants. 6 plus 1 est égal à combien? Je compte les bâtonnets. 1 bâtonnet, 2 bâtonnets, 3 bâtonnets, 4 bâtonnets, 5 bâtonnets, 6 bâtonnets, plus
1 bâtonnet, 1 bâtonnet, 2 bâtonnets, 3 bâtonnets, 4 bâtonnets, 5 bâtonnets, 6 bâtonnets, 7 bâtonnets. Ce gars-là, 7. C'est la première année. En première position, bon, les enfants, d'autres viennent ici, ça prouve qu'ils n'ont pas pris leur petit déjeuner, donc 2 fois ils pleurent même en classe. On a 50 élèves dans la classe, bon, dont 12 filles. Maintenant, dans les 50 élèves, bon, on a 49 présents. C'est un peu en retard, j'allais dire comme ça. Bon, maintenant, la classe, c'est un peu plus petit. Bon, vous voyez aussi là où nous sommes, il n'y a pas d'arbres ni rien. Bon, il y a un manque d'eau encore. Donc tout ça là, ça nous fatigue. Les rares enfants originaires de Gouroubali qui ont eu la chance d'aller à l'école avant 2021 ont trouvé des tuteurs dans des zones où il y a des écoles. Le reste du lot a été sacrifié au village. Aucune école n'est proche de chez nous. Nos premiers enfants qui ont étudié, nous les avons confiés ailleurs. Nous sommes partis avec d'autres dans les grandes villes. Aujourd'hui, nous avons quelques diplômés. Même s'ils sont sans emploi, tous ceux-ci ont étudié en ville. On forçait certains de nos ressortissants à recevoir les enfants, mais des ressortissants qui sont capables de nourrir une famille. Cette fois, nous commençons par cette cabane, mais nous considérons que nous n'avons pas d'école. C'est juste une façon d'éviter le retard. Si vous constatez, beaucoup d'entre eux ont dépassé l'âge d'aller à l'école. Nous avons sélectionné les plus âgés, mais il y a une autre catégorie dans le village qui a l'âge d'aller à l'école. Mais nous privilégions les plus grands d'abord, dans l'espoir d'avoir de la place pour les autres. Là aussi, nous sommes inquiets. S'il faut mélanger ce groupe et un autre. Malgré l'ouverture de cet hangar en guise de classe, ils sont encore des centaines à ne pas bénéficier le privilège d'être scolarisés, faute de place. Boubacar Baylo Diallo a eu l'occasion d'inscrire certains de ses enfants une première dans Gouroubali. Nous avons construit ce hangar pour instruire nos enfants. Nous avons voulu instruire plus d'enfants, mais nous avons atteint les normes. C'est un peu seulement que nous avons pu inscrire. La salle est très petite et exiguë, et les enfants sont trop nombreux dans le village. Moi, par exemple, j'ai inscrit 5 de mes enfants en première année, et ils n'ont pas le même âge. Nous voulons une école de 3 classes ici, et cela nous le demandons au gouvernement. Les ressortissants ont fait leur mieux. On est très en retard par rapport à l'éducation de nos enfants. On nous avait promis une école depuis la Révolution, mais jusqu'à présent, elle n'a pas été construite. Le maître d'école, recruté et payé par les ressortissants pour son maintien, craint comment trouver de la place pour d'autres enfants qui viendront à la rentrée prochaine. J'avais même envie de poser cette question aux ressortissants. Parce que si nous n'avons pas eu d'autres, ça va m'amener à faire ce qu'on appelle multigrade. Donc le multigrade là, c'est 2 classes à la fois. Donc ça va me fatiguer quoi, parce que les préparations, je ferai pour la première année et pour la deuxième année. Donc ça va me fatiguer et cela aussi ne va pas pousser les enfants à mieux comprendre. À l'image de Modi Amadousso, des doyens de Gouroubali sont témoins de l'oubli du village dans tous les secteurs. Nos difficultés sont innombrables. Le centre urbain est loin de nous. Le district de Sandaké aussi, d'ici Tougué Centre, c'est 25 km. L'école la plus proche de nous est à 12 km. C'est à Koloko. C'est la première fois que nous avons un hangar en guise d'école pour que les enfants soient enseignés. Nous demandons de l'aide à l'État et à toutes les bonnes volontés. Parce que c'est des enfants, ils ne peuvent pas aller loin. Ce n'est pas de gaieté de cœur que certains ressortissants constatent que rien n'a changé dans leur lieu de naissance après plusieurs années d'absence. Un hangar en bambou, donc en guise d'école, en attendant de trouver mieux. SOS pour les enfants de Gouroubali. C'était donc l'angle de la rédaction signé Alpha Ousmane Ba. D'ailleurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur Espace TV, la télé d'une autre planète. Bonsoir.